Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro d'Isère Mag. Je suis ravie de vous retrouver ici au cœur de la forêt de Chartreuse en l'occurrence. La forêt qui représente environ 40% du territoire de notre département. Lieu de biodiversité pour les uns, ressources économiques pour les autres, mais aussi lieu de détente, de bien-être et de lâcher prise. On le verra dans quelques minutes, mais nous aborderons aussi ici bien d'autres sujets. Je vous laisse regarder le sommaire. En route avec le département de l'Isère, entretien, aménagement des routes, sécurisation des déplacements et le retour du 90 km/h hors agglomération. Les travaux de l'ENAC, l'École nationale de l'aviation civile, ont débuté à Saint-Étienne-de-Saint-Joire, de nouveaux bâtiments pour remplacer les anciens devenus vétustes. Le département de l'Isère continue de lutter contre les déserts médicaux grâce au dispositif Isère Médecin. La collectivité met notamment en place une aide à tout généraliste qui s'installe dans un secteur où le déficit est important. Pour garder la forme, on pouvait aussi participer à la course de la résistance les 7 et 8 mai sur les hauts plateaux du Vercors. Un événement tout en un, sport, culture et patrimoine. Et puis le musée de Saint-Antoine-l'Abbaye propose une rétrospective autour de Jean Vinet à travers les œuvres du peintre isérois et de quelques artistes dont il fut proche. Bonjour Bernard Perazio, vous êtes vice-président du département en charge des mobilités et de la construction publique. Alors nous sommes ici à Vaux-le-Milieu pour souligner le retour de la limitation de vitesse à 90 km/h sur les routes du département, c'est bien ça? Oui, c'est un dossier que l'on suit maintenant depuis pratiquement 2 ans, puisque le gouvernement avait pris par décret une mesure unilatérale sans aucune concertation avec les départements. Je répète que nous, département de l'Isère, nous gérons 4680 km de route dans ce beau département qu'est l'Isère, que les conseils départementaux assurent 80% de la gestion de nos routes en France et que ce décret est arrivé sans concertation. À notre grande surprise, donc tout de suite, nous nous sommes mis à travailler pour voir d'abord, nous sommes bien sûr responsables et nous n'avions pas le choix, donc nous avions pris cette mesure de 80, mais avec une petite idée derrière la tête, c'était de voir peut-être revenir à 90. Donc on avait conservé les anciens panneaux et puis 18 mois après, le gouvernement a donné la possibilité au département de reprendre le choix entre le 80 et le 90. Donc nous avons travaillé sur ce dossier et aujourd'hui nous repassons 165 km de notre réseau en limitation 90 pour des raisons techniques qui sont tout d'abord d'assurer la sécurité et la sécurité des zones qui sont notamment à 70 km/h. Et le fait d'avoir rajouté cette vitesse à 80 km/h, je pense qu'il y avait beaucoup d'incompréhension. Et puis, sur certains secteurs, et ça nous l'avons constaté, des difficultés pour que les usagers, sur les zones dangereuses, hors agglomération, zones dangereuses qui peuvent être des traversées de hameaux, qui peuvent être des zones où on a des transports scolaires qui s'arrêtent avec des enfants qui attendent au bord de la route, nous constations que la difficulté était de faire revenir l'usager, le conducteur, à ses 70 km/h. Donc, après études techniques de nos services, nous avons décidé de revenir à 90 pour remettre ce pas de 20 km/h et sacraliser et bien annoncer les zones qui sont à 70, qui pour nous sont des zones dont la sécurité est à préserver. Alors c'est un jour historique aujourd'hui donc pour le département. L'histoire, vous regardez aussi bien en avant, les technologies autour de l'usage des routes évoluent. Comment le département, en tant que gestionnaire des routes, s'adapte? Alors depuis plusieurs années, le département s'est inscrit dans ce qu'on appelle la route de demain, avec plusieurs actions. Nous sommes dans des programmes européens avec d'autres agglomérations comme Paris, comme Turin, comme avec aussi les constructeurs, Renault, Fiat, etc., pour préparer non seulement la voiture de demain qui va être avec le plus en plus de technologies embarquées pour annoncer les dangers, annoncer les embouteillages qui peuvent être devant, annoncer les accidents, les ralentissements, et puis équiper nos routes de balises qui vont pouvoir transmettre l'état réel de la route.
On conduit actuellement une expérimentation sur la RD 531 entre Sassenage et Villard-de-Lans. Nous avons des balises sur la route, des caméras stationnaires qui nous donnent en temps réel l'état de la route, gel ou pas gel, intervention de nos équipes ou pas, mais qui vont bientôt transmettre l'état de ces routes et les renseignements routiers directement sur votre planche de bord via les GPS. Donc une sécurité et puis un dialogue qui se fera entre véhicules, les véhicules de devant, pour voir bien sûr les problématiques liées à l'état de la route, aux bouchons éventuels, au ralentissement, aux accidents, mais également avec directement l'état de la route. Tout ça relié à un poste central qui actuellement pour nous est à Grenoble sur les grands boulevards et qui nous permettra de dialoguer directement avec nos usagers routiers, mais aussi avec les panneaux à messages variables que nous avons sur le long de nos routes. Et c'est très important, vous le disiez, sur les routes de montagne, notamment pour avertir d'avalanche. Les routes de montagne, nous avons 1013 km de route, à plus de 800 mètres d'altitude dans l'Isère, sur l'ensemble des massifs que vous connaissez, Loisan, Beldonne, Chartreuse et Vercors. Et il est très très important qu'on puisse en temps réel annoncer sur des logiques d'itinéraire l'état des routes de l'Isère, et notamment l'accès, bien sûr, vous l'avez compris, à nos belles stations de sport d'hiver. Merci beaucoup, Bernard Ferradio. 4680 km de route, mais aussi 15 km de voies ferrées. Au chapitre des mobilités, l'Isère brille également par son chemin de fer touristique, le fameux petit train de la Mure, 2 locomotives et leurs wagons pour une fréquence quotidienne de 6 allers-retours, depuis la gare de la Mure jusqu'au Belvédère, au-dessus du lac de Monténard, avec en point de mire le Mont-Aiguille. Le tortillard rouge parcourt 5 communes, traverse 5 tunnels et 3 viaducs majestueux. Le petit train est ouvert les mercredis, vendredis, samedis et dimanches, et 6 jours sur 7 à compter du 1er juin. La route, le chemin de fer et maintenant le ciel comme terrain de déplacement. Certains choisissent même d'en faire leur métier. C'est le cas des élèves de l'École nationale de l'aviation civile de l'aéroport de Saint-Étienne-de-Saint-Joire qui, grâce à la persévérance du département, pourront bientôt travailler dans de meilleures conditions. La modernisation de l'ENAC vient de prendre son envol pour un atterrissage prévu début 2023. Lina Badreddine. Une nouvelle école nationale de l'aviation civile sur la rampe de lancement. À Saint-Étienne-de-Saint-Joire, l'ENAC va faire peau neuve. Sur ce terrain vont sortir de terre des espaces de formation, de préparation au vol, de travail pour les élèves, un hangar pour abriter 14 avions, un parking, une unité de maintenance et des bureaux. Un projet né pour éviter la fermeture de l'ancienne ENAC. En 2017, très clairement, l'ENAC s'est posé la question de maintien des écoles au niveau national, puisque l'ENAC a plusieurs écoles et nous étions sur la sellette, très clairement. Il a été question de fermer le site de Grenoble pour une raison très simple, c'est que les bâtiments étaient vétustes, obsolètes, consommaient énormément d'énergie, étaient très peu confortables. Donc le département a pris la décision, accompagné par la région, l'État, de lancer ce projet de travaux avec le centre de formation et le centre d'hébergement. Des infrastructures trop vétustes qui induisaient des coûts de fonctionnement trop élevés dus aux déperditions énergétiques. Le nouveau bâtiment devrait permettre de réduire la facture d'énergie du centre de formation ainsi que son impact environnemental. Ainsi, le département a investi 5 millions pour ce chantier, l'État 2 millions et la région 2 de plus. C'est ainsi que l'ENAC a pu se maintenir ici, à quelques mètres de l'ancien site. C'est très important pour nous de former en fait ces jeunes au secteur de l'aéronautique, en plus avec une importance sur une aviation plus durable. Les étudiants de l'ENAC, ils peuvent être formés pour devenir pilotes, ils peuvent être formés pour devenir pour travailler en fait dans des aéroports. Et c'est tout le secteur aéroportuaire chez Airbus, etc. En plus du centre de formation, le nouveau site de l'ENAC comprendra un pôle d'hébergement pour accueillir formateurs et stagiaires qui sera livré en même temps que le pôle formation.
changement de décor, je vous propose à présent de prendre un bain de forêt. C'est l'endroit idéal. Je me trouve à présent aux côtés de Anne-Sophie Ayache. Vous êtes sylvothérapeute. Qu'est-ce que c'est une sylvothérapeute ? Eh bien, je suis une praticienne en sylvothérapie. Ça veut dire que j'accompagne les personnes en quête de découvrir cette connexion à la nature. Je les accompagne à la pratique de la sylvothérapie. La sylvothérapie, c'est la meilleure connaissance de la nature et plus particulièrement des arbres ? Alors la meilleure, pas forcément, mais en tout cas ça fait partie d'une des connaissances de la nature. Plus que de la connaissance, ça fait partie de tout ce qui va toucher au ressenti de la nature, à la relation avec la nature. La sylvothérapie, c'est une approche sensible. C'est une approche qui amène les personnes, qui nous amène à établir une véritable relation avec l'arbre. Qu'est-ce que ça nous apporte de nous sentir au milieu des arbres en pratiquant la sylvothérapie ? Donc, quand on rentre dans la forêt, en voyant toute cette couleur verte dominante, ça nous amène à l'apaisement, ça nous amène au ressourcement, ça nous amène au lâcher-prise, ça nous amène à la diminution du stress. Et pas que, ça nous amène aussi cette atmosphère. En fait, quand on parle de bain de forêt, c'est baigner dans l'atmosphère de la forêt. Ça va aussi nous apporter un renforcement du système immunitaire. Et en cette période, on en a tous besoin. Ça nous apporte encore de nombreux bienfaits, comme nous régénérer dans nos éventuels troubles du sommeil, nous apporter du mieux-être dans nos humeurs, dans le taux de glycémie, dans le rythme cardiaque. Les bienfaits sont nombreux, alors il n'y a plus qu'à venir vivre ça pour s'en rendre compte par soi-même. Eh bien écoutez Anne-Sophie, j'ai très envie d'essayer, mais on va continuer à parler de santé à présent avec le dispositif Isère Médecins. Ayant constaté les difficultés rencontrées par ses concitoyens, le département de l'Isère a décidé il y a 5 ans d'agir avec ce dispositif de maintien des soins à destination des futurs médecins. Parmi les 80 boursiers du dispositif Isère Médecins, 40 sont à la faculté de Grenoble, 21 à celle de Lyon et 19 dans d'autres facultés de médecine. Laurie Baillet a rencontré l'une de ces boursières qui vient de s'installer. L'Isère n'échappe pas à la règle. Comme partout en France, la profession médicale vieillit. Et pour lutter contre les déserts médicaux et faciliter l'accès aux soins, le département de l'Isère a lancé en 2017 Isère Médecins, un dispositif qui veut inciter les internes en médecine générale et les médecins à s'installer dans le département. Alors, le dispositif Isère Médecins, c'est un dispositif qui permet de faciliter l'implantation de médecins généralistes sur le département avec plusieurs actions. Une première action qui est celle d'apporter une bourse d'études de 56 000 € aux internes en médecine et en contrepartie, ils doivent s'installer pour 570 jours sur le département. Ensuite, il y a une action qui est menée au niveau des médecins installés déjà pour qu'ils deviennent maîtres de stage et permettent aux internes de sortir de l'hôpital et de faire des stages sur l'ensemble du département au cours de leur cursus universitaire. Et puis enfin, il y a bien sûr les aides que nous apportons aux maisons médicales et c'est 100 000 € qui sont apportés aux porteurs de projets. En 4 ans, ce dispositif a motivé 132 médecins à venir exercer dans le département, comme le docteur Lola Dodel qui s'est installée à Mélan en 2020. J'ai 800 patients déclarés, plus évidemment des patients qu'on dépanne pour des urgences. On reste accessible pour les urgences. J'avais besoin de m'ancrer à un endroit, de faire du suivi, d'être le médecin de famille. Et je partage l'espace avec une autre médecin généraliste, des kinés, des dentistes et une dermatologue. C'est toujours agréable de travailler à plusieurs au sein d'une même structure. C'est vrai qu'on peut avoir des patients en commun, que ce soit avec les kinés ou avec le docteur Guéry. Et ouais, c'est vraiment quelque chose qui comptait pour moi en tout cas sur l'installation. Ouais. Comme la ville de Mélan, 421 communes du département sont éligibles au dispositif, selon les critères de 7 médecins généralistes pour 10 000 habitants, avec un âge moyen de 55 ans. Et de manière générale, les médecins aidés par le département dans ce dispositif s'engagent à fournir des soins aux personnes les plus précaires. Voilà Anne-Sophie, je suis prête. On va pouvoir commencer notre premier atelier. Allez, on y va. Eh bien Marie-Caroline, je vous propose d'expérimenter par vous-même
Un premier atelier de sylvothérapie qui est un atelier d'ancrage à la terre. C'est exactement ce que font les arbres pour arriver à tenir parfaitement debout et à résister à toutes les tempêtes. Qu'est-ce qu'ils ont? Un système racinaire très développé. Et qu'en est-il du nôtre? Eh bien, nous allons l'expérimenter. Je vous invite, Marie-Caroline, à vous mettre pieds nus. Marie-Caroline, maintenant que vous êtes pieds nus, nous allons pouvoir nous engager dans ce merveilleux petit sentier. Et je vais vous demander d'adopter un pas relativement lent et de détendre complètement vos bras, complètement vos genoux. De vous sentir même, j'ai envie de dire presque flagada. Et mettez toute votre intention dans vos pieds. En fait, c'est un exercice de marche de pleine conscience. Sentez-vous en communion avec la nature. Chassez vos pensées parasites et sentez-vous libre sur ce chemin de la nature. C'est parti! Une autre activité un peu plus sportive, la course. Pour ça, il faut remettre ses chaussures, évidemment. L'un des temps forts de la saison, c'est la course de la résistance, prévue cette année les 7 et 8 mai pour la 8e édition. C'est le Vercors qui a été choisi avec, là encore, de très belles forêts pour ses parcours différents niveaux. Lina Badreddine a pris le maquis. Le Vercors est aujourd'hui l'un des lieux saints de France, sanctifié par la résistance à l'ennemi, sanctifié par le martyre de ses combattants. Le Vercors, un territoire marqué par les oppositions au nazisme. Et depuis, ces montagnes n'ont pas bougé. Alors, ce sont sur ces terres que les participants à la course de la résistance ont honoré la mémoire des combattants. Une course pensée autour de 4 lieux emblématiques. Le plateau de Gèves, là où était installé l'un des plus anciens camps du maquis du Vercors. Saint-Nizier-du-Moucherotte, ville médaillée de la résistance. Vassieux-en-Vercors, commune compagnon de la libération. Et Valchevrières, symbole des hameaux du Vercors qui soutenaient les résistants et ont été détruits par les Allemands. C'est une date très symbolique et si le sport est important bien sûr, aujourd'hui le plus important c'est de se souvenir ici dans le Vercors du tribut payé par les populations au nazisme, à l'occupant avec des exactions atroces qui se sont déroulées particulièrement pendant l'année 1944. En termes de valeurs, c'est important quand même de se rappeler de ce qui a été fait dans nos montagnes et se dire que c'est pas juste des montagnes où on vient s'amuser et courir ou marcher. Et qu'il y a des gens qui se sont battus quand même pour la liberté. C'est un symbole forcément le 8 mai, alors du coup ça va être sympa de se mettre un peu dans la difficulté aujourd'hui et de courir avec des gens dans une bonne ambiance. Le devoir de mémoire, mais aussi celui de se surpasser. Pour l'épreuve de 8 km, 240 mètres de dénivelé positif, Florian Dufour est arrivé premier en moins de 30 minutes. J'étais venu pour essayer de gagner quand même, donc c'était cool, on est venu entre amis et c'était vraiment bien, le site était vraiment beau à Valchevrières. J'espérais faire un podium parce que moi je viens de l'athlé, j'ai 20 années de demi-fond dans les pattes. Bon après j'étais pas en super forme aujourd'hui, j'ai fait jouer l'expérience et ça a plutôt bien marché donc je suis contente. Je visais un top 5 donc objectif réussi, donc bien content, bonne sensation et avec le beau temps donc que demander de plus. Cette année, plus de 1200 participants ont allié performance sportive et hommage à ce lieu de refuge, symbole de la résistance. Alors Anne-Sophie, j'espère que maintenant vous n'allez pas me faire courir dans les bois. Non, absolument pas. La sylvothérapie n'a pas vocation à faire du sport. Par contre, elle a vocation à multiplier tous nos sens. Et maintenant, à travers cet atelier que je vous propose, c'est de faire appel à celui du sens olfactif. Et pour cela, vous allez avoir besoin de vos 2 mains. Alors Marie-Caroline, je vais vous demander de fermer les yeux. Prendre une grande inspiration. D'amener la détente dans tout votre corps. Et de mettre vos mains en avant. Jusqu'à attraper un petit rameau un peu plus bas. Voilà, pour attraper un rameau d'aiguille de sapin. Alors allez-y, caressez ce rameau, sentez ses parties douces, peut-être ses parties moins douces.
Sentez ce que ça vous fait à l'intérieur. Et puis exactement dans la même position que celle-ci, frottez le rameau entre vos 2 mains. Frottez fort, fort, fort. N'ayez pas peur, il ne va pas casser. C'est le printemps, il est en pleine croissance, il est robuste. En fait, vous flirtez avec l'arbre. Commencez à établir une relation plutôt intime. Frottez encore plus fort. Comme si vous aviez les mains toutes mouillées et que vous aviez une serviette entre les mains et que vous souhaitez vous essuyer les mains. Voilà, maintenant, vous pouvez cesser et amener vos 2 mains contre vos narines. Et respirez profondément. Et pour se reconnecter avec la nature, on peut aussi aller à la rencontre des espaces naturels sensibles. Il existe 17 ENS départementaux et 127 ENS locaux, des espaces protégés qui accueillent une grande variété d'espèces remarquables, certaines menacées. Venez visiter ces sites extraordinaires accompagnés des guides nature du département, mais également sur des visites libres en suivant les parcours thématiques sur les sentiers ou encore, pour les plus intrépides, des Exploration Games. L'exploration, elle s'invite aussi au musée de Saint-Antoine-l'Abbaye, l'un des 11 musées départementaux. Ceux qui le pensaient cantonné à l'exploration du Moyen-Âge vont être surpris puisqu'il propose jusqu'au 11 décembre une rétrospective d'artistes français des années 1950, compilée par l'un d'eux, le peintre dauphinois Jean Vinet. C'est un reportage de Charlotte Faulkner. Autrefois appelé musée Jean Vinet, le musée de Saint-Antoine-l'Abbaye continue de mettre en lumière l'artiste isérois. Le temps recomposé ne présente pas seulement des œuvres de Jean Vinet, mais aussi celles de ses amis artistes qui l'ont accompagné tout au long de sa vie. En 1980, quand le département acquiert les lieux, il décide en premier lieu de dédier cet espace à justement la valorisation de cet artiste, Jean Vinet, qui était un enfant du pays puisqu'il était très lié à son village de l'Albinque. Mais il a également représenté Saint-Antoine, il a été présent ici. Et donc, à la suite d'une donation de sa veuve Renée Vinet, le département a conservé et valorisé un fonds très important, une collection de plus de 700 œuvres, sans compter les archives personnelles de cet artiste Jean Vinet. Cette exposition est donc l'opportunité de découvrir les œuvres de ses amis artistes du XXe siècle qui composent sa collection personnelle, une collection qu'il a pu étoffer au fil des rencontres, des expositions ou encore des salons. Toutes les œuvres qui sont présentées dans l'exposition sont des œuvres qui ont accompagné Jean Vinet dans sa vie. C'est sa collection particulière. C'est étonnant une collection d'artistes parce que c'est vraiment des œuvres dont un artiste va s'entourer toute sa vie. Témoignage d'une affinité ou d'une admiration particulière, elle reflète en tout cas son goût particulier. Le temps recomposé présente des œuvres au courant artistique différents. Certaines frôlent presque l'abstraction, comme cette œuvre de Paul Guiraman, dédicacée à Jean Vinet et sa femme. Paul Guiraman ici, ce qui est très beau, c'est qu'il joue avec des couleurs et des contrastes très forts, mais pour faire naître une poésie qu'il va d'ailleurs traduire littéralement dans l'image avec l'incursion d'un poème de Juliette d'Arles. En s'approchant un peu, vous verrez également une dédicace qu'il fait à son ami Jean Vinet ainsi qu'à Renée Vinet, donc signe de cette amitié qu'il a suivie tout au long de sa vie. Avec cette exposition, le musée présente des œuvres originales, des lithographies ou encore des affiches confrontées aux créations de Jean Vinet. L'occasion de découvrir ou redécouvrir les œuvres de l'artiste isérois sous un nouveau jour. Alors avant de se quitter, je vous propose un dernier atelier de sylvothérapie. Il y en a énormément, nous en aurons parcouru que quelques-uns. C'est celui de la connexion à l'arbre. C'est un des ateliers les plus intenses de la sylvothérapie. Alors pour cela, je vous invite à vous mettre face à l'arbre et juste regardez-le. Regardez son écorce, de bas en haut et de haut en bas. Regardez-le, parcourez-le, j'ai envie de dire. Cheminez ses ramures, sentez sa force, sa présence. Puis approchez-vous encore un peu plus et posez vos mains. Ressentez sa texture, sa température.
Faites connaissance avec votre nouvel ami. Ce qu'il y a de magique dans la forêt auprès des arbres, c'est quand on touche un arbre, on fait un bain ionique. On profite d'une ionisation, tout simplement parce que l'arbre nous apporte une prise de terre. Et oui, l'arbre, tout comme nous, dispose d'un champ électrique. Et ses racines profondément ancrées dans le sol vont être parfaitement connectées au champ électrique négatif. Et contrairement à son nom l'indique, c'est ce qui nous fait du bien. Et oui, puisque quand nous nous retrouvons dans des espaces confinés, comme les bureaux, les voitures, les maisons, eh bien nous baignons dans une atmosphère d'ions positifs. Et contrairement à son nom, ce sont des ions qui sont plutôt mauvais pour notre santé. Merci beaucoup Anne-Sophie Ayache de nous avoir fait vivre cette expérience immersive au cœur de la forêt de Chartreuse à Sainte-Marie-du-Mont. C'était vraiment quelque chose de très particulier, de très agréable. Je le conseille à tout le monde. Alors là, on est au milieu des arbres, mais des arbres, il en faudrait beaucoup plus avec le changement climatique. C'est pourquoi le département, dans le cadre de son plan Un arbre, un habitant en Isère, le département prévoit donc d'investir 11,5 millions d'euros sur 6 ans pour replanter des essences adaptées en forêt. On les croisera peut-être très bientôt. Merci à tous de nous avoir suivis. Retrouvez toutes ces infos et bien plus encore dans le dernier numéro du magazine papier Isère Mag. Je vous dis à très vite.